Regarde, la lumière derrière ta fenêtre vient de devenir plus forte. Il est 21h30 et tu as un examen très important à passer demain. Tu jettes un coup d'œil pour voir si tes voisins sont encore en train d'utiliser leur projecteur, mais ils sont sortis regarder le ciel. Tu passes ta tête dehors et tu remarques que la lune a beaucoup grossi. Elle a doublé de taille. Tu cours à l'extérieur pour demander aux gens ce qu'il se passe. Mais ils n'en ont pas la moindre idée. Tu prends une photo et tu la publies sur les réseaux sociaux. Tu consultes ensuite ton flux et tu vois que tout le monde parle de la même chose. Le ciel nocturne est plus clair, car la lune a maintenant une plus grande surface pour refléter la lumière du soleil. Tu te sens comme déséquilibré quand tu marches. Chaque fois que tu fais un pas, tu as l'impression d'être plus léger que d'habitude. Comme la lune est devenue très grande, son attraction gravitationnelle est plus forte, et donc la gravité sur Terre est plus faible. Soudain, tu baisses les yeux et tu sens que tes chaussettes sont mouillées. Tu cours, puis tu sautes sur le toit d'une voiture et tu vois que de l'eau est en train d'inonder ton quartier. Les gens grimpent où ils peuvent, ou se précipitent chez eux. Ce n'est pas une bouche d'incendie qui a explosé et qui crache de l'eau. C'est celle de l'océan qui est en train de tout inonder. Tu te sens désorienté et tu perds l'équilibre. En glissant, tu tombes dans l'eau qui continue de monter. Certains se sont réfugiés dans leur voiture, mais ils ne peuvent aller nulle part. Tu vis près de l'océan, mais de toute ta vie, il n'y a jamais eu ni tsunami ni inondation d'ampleur. Aucun tremblement de terre n'a été signalé dans la région. C'est donc qu'il se passe quelque chose d'étrange. Tu cours jusqu'à chez toi, pour voir si tu peux trouver ton vieux bateau gonflable. Le seul problème, c'est que tu n'as pas ta pompe pour le gonfler. Alors, au début, tu le gonfles en soufflant dedans, mais tu réalises que ça va te prendre une éternité. Tu cherches une solution, puis tu tombes sur ton sèche-cheveux. Tu le branches et tu gonfles le bateau autant que tu peux. Puis tu recommences à souffler pour terminer le travail. Le niveau de l'eau augmente de seconde en seconde, et maintenant elle a pénétré ta maison. Tu fais ton sac, une bonne lampe de poche, un peu de nourriture et des couvertures thermiques. Tu descends et tu t'aperçois que tu as de l'eau jusqu'aux genoux. Tu continues à marcher jusqu'à la porte. Dehors, l'eau te pousse de tous les côtés. Les vagues sont puissantes. Comme la gravité a changé, il n'est pas facile de nager. Tu montes sur ton bateau et tu descends le courant dans ta rue. Comme nous sommes en plein mois de février, l'eau est glacée, ce qui rend la situation encore plus difficile. Au bout d'un moment, tu atteins l'autoroute. Ici, l'eau arrive directement de la plage. Tu as réussi à gagner une hauteur et tu sors ton téléphone. Tu l'avais rangé dans la poche imperméable de ton sac afin de le garder au sec. Il ne te reste que 15% de batterie. Mais par chance, tu as apporté de quoi la recharger. Tu appelles ta famille pour leur demander s'ils sont au courant de ce qui se passe, mais ils n'en savent pas plus que toi. Tu t'aventures ensuite dans la forêt à la recherche d'une vieille cabane où tu passais du temps quand tu étais plus jeune. Peut-être y aurais-tu laissé ta vieille bicyclette ? Tu la retrouves rapidement et tu traverses la montagne à vélo pour échapper à l'inondation. Tu as du mal à garder ton équilibre à cause du changement de gravité. Des scientifiques sont assis devant des ordinateurs portables et des feuilles de calcul. Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Tout le monde crie et lance des solutions au hasard, mais rien ne semble avoir de sens. Au bout d'un moment, le chef de la NASA décide de lancer une fusée sans pilote sur la Lune. La fusée est prête en quelques heures. Et tout le monde attend les ordres. 3, 2, 1, décollage. La fusée s'élève dans les airs en direction de la Lune. Elle sort de l'atmosphère terrestre et voyage à toute vitesse. Après quelque temps, tout le monde peut voir les images de la Lune gigantesque. Selon les scientifiques, la fusée ne doit pas trop s'approcher de la Lune en raison de sa forte attraction gravitationnelle. Mais sur les images, on voit que de petites particules flottent autour du satellite. On dirait les anneaux de Saturne. Ces anneaux ressemblent à un disque géant autour de la grande planète. Mais de plus près, ce ne sont que des particules allant de la taille d'un grain de riz à celle d'un grand bus. On trouve ces particules en orbite autour de Saturne en raison de son énorme force gravitationnelle. Autour de la Lune, les images montrent là aussi que ces objets sont de diverses tailles. Et cela représente un danger pour la fusée qui s'approche. Alors elle interrompt son vol et se place en orbite autour de la Lune, puis lance un petit engin qui ressemble à un drone. Certains débris ont une taille considérable, ce qui rend difficile la manœuvre de l'appareil. Il vole plus près et les débits commencent à s'écraser sur lui. Heureusement, cette mini-fusée est extrêmement solide. Elle réussit finalement à passer le mur de particules et atterrit sur la Lune. Sa gravité est plus forte depuis qu'elle a grossi, et la fusée manque d'être réduite en miettes. Dès qu'elle atterrit, un autre robot en sort et commence à rouler sur la surface à la recherche d'indices. Pour l'instant, il ne se passe rien.
Mais on remarque un frémissement provenant des profondeurs de la Lune. Quelque chose d'anormal se produit au niveau du noyau. On dirait qu'il est en train de devenir de plus en plus gros. Les scientifiques ne savent pas s'il cessera de croître à un moment donné. La seule façon de le savoir est de percer un trou à l'intérieur pour découvrir la raison de ce phénomène. Tu pédales toujours et tu atteins enfin l'autre côté de la montagne. Le sol tremble et ton équilibre est encore plus affecté. Tu regardes de l'autre côté de la montagne et tu vois que toute cette partie de la ville est inondée. Tu prends ton bateau gonflable et tes provisions et tu continues ton chemin. Tu trouves une barque et tu rames aussi vite que tu peux afin de gagner le phare. Tu pourras y chercher le QG de la NASA. Soudain, tu vois une grande fusée qui s'élance vers le ciel. Tu sais que ton frère est là-bas en train de travailler. Mais les réseaux cellulaires sont en panne. Tu continues à ramer vers un endroit sûr. La petite fusée qui a atterri sort une petite foreuse suffisamment puissante pour creuser à des kilomètres sous la surface. Il faudra des jours pour qu'elle atteigne le centre. Alors, la NASA lance une autre fusée qui transporte une plus grande foreuse. Le problème, c'est que la Lune continue à grossir et que les particules autour de la Lune augmentent en nombre. La Lune est en train d'atteindre la taille de la Terre et grandit de minute en minute. L'inondation pourrait atteindre plusieurs villes côtières et de nombreuses petites îles pourraient être submergées. Il faut donc trouver une solution. Une étude récente affirme que la Lune a une queue. Et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme un foulard. Une queue fine composée de millions d'atomes de sodium qui suivent le satellite naturel de la Terre. Et notre planète la traverse régulièrement. Les collisions avec les météorites expulsent ces atomes de sodium de la surface de la Lune et les envoient dans l'espace. Durant plusieurs jours par mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment que la gravité de la Terre récupère cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne dans une longue bande qui s'enroule autour de son atmosphère. Cette queue de Lune est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible à l'œil humain, 50 fois plus faible que ce que tu peux percevoir. Mais pendant ces quelques jours, les plus puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. La queue ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Les mathématiciens affirment que les trous blancs pourraient exister. Malheureusement, les scientifiques n'en ont pas encore trouvé. Même si tu voyais un trou blanc, tu ne serais pas capable de rentrer dedans de l'extérieur. Mais tu verrais la lumière et la matière en sortir. Betelgeuse, une géante rouge située dans la constellation d'Orion, a commencé à diminuer d'intensité en 2019. Cela a déconcerté les astronomes. À ce moment-là, l'étoile avait déjà grossi dans des proportions gigantesques. Si elle devait remplacer notre Soleil, sa surface extérieure s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Et puis Betelgeuse est donc devenue plus sombre à l'automne 2019. Ce processus s'est poursuivi jusqu'en février 2020. Les changements pouvaient déjà être observés à l'œil nu. Rien d'étonnant à ce que la luminosité de l'étoile ait diminué de 2/3. À cette époque, les astronomes étaient persuadés que Betelgeuse était sur le point d'exploser en supernova. Ils ont continué à observer l'étoile, mais, contre toute attente, elle a retrouvé sa luminosité habituelle en avril. Grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont compris que l'étoile avait en fait éjecté une partie de sa matière, et cela a partiellement bloqué sa lumière. Notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède, notre plus proche voisine, vont se rencontrer. Mais cela se produira dans environ 4 milliards d'années. Quand elles rentreront en collision, une énorme galaxie elliptique verra le jour. Il pourrait y avoir plus d'eau sur la Lune que les scientifiques ne le pensaient jusqu'à présent. Et pas seulement sur sa face cachée, mais aussi sur sa face ensoleillée. Cette eau pourrait s'avérer utile lors des prochaines missions déjà prévues. Les exoplanètes Barbe à Papa sont des planètes spéciales situées en dehors de notre système solaire. Également appelées planètes superenflées, elles ont la plus faible densité jamais découverte. Cela leur donne un aspect aérien et moelleux. Mais même si elles ressemblent à la friandise la plus populaire des parcs d'attractions, ces planètes sont énormes. La mission Juno a remarqué quelque chose d'étrange dans la haute atmosphère de Jupiter. Ce phénomène insolite ressemble à des lutins et des elfes bleus virevoltant au-dessus de la planète. Il s'agit de 2 types de flashs lumineux qui apparaissent pendant de courtes périodes de temps, de simples millisecondes. Ils s'étendent de haut en bas vers la surface de la planète. Sur Terre, ces éclairs se produisent généralement à une hauteur de 96 km au-dessus des gros orages. Dans l'univers, on trouve non seulement des planètes naines, mais aussi des galaxies naines. Elles comptent de 1000 à quelques milliards d'étoiles. À titre de comparaison, la galaxie de la Voie lactée est composée de 250 à 400 milliards d'étoiles. Une tempête de la taille de notre planète fait actuellement rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. Cette tempête a une queue de nuages blancs et elle fait le tour de la planète entière.
La tempête se produit environ tous les 30 ans, lorsque l'hémisphère nord de Saturne s'incline vers le Soleil. Au début, la tempête est une simple tache. Et puis, elle commence à s'étendre en taille. C'est parce que la grande tache blanche est un énorme système d'orage. Mais le mystère principal qui intrigue les astronomes est de savoir d'où la tempête tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil. D'autres ne sont pas d'accord. Ils affirment que la configuration des nuages de la tempête ne peut que s'expliquer s'il y a une source de chaleur interne capable d'alimenter les vents. Les objets libres de masse planétaire ne tournent pas autour de leur étoile. Peut-être parce qu'ils n'en ont pas. Ces corps spatiaux qui flottent librement voyagent dans l'univers et peuvent se retrouver littéralement n'importe où. Ils sont aussi très difficiles à repérer. Ces planètes ne produisent pas de lumière. Elles n'émettent pas non plus de chaleur, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être vues à l'aide de la lumière infrarouge. Mais, il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont repéré la plus petite planète de ce genre, qui se trouve dans la Voie lactée. Elle est plus petite que la Terre, mais un peu plus grande que Mars. La Lune semble rétrécir. Le satellite naturel de la Terre est aujourd'hui plus petit de 45 mètres qu'il ne l'était il y a des centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait aussi expliquer les secousses qui agitent la surface du satellite naturel de notre planète. Les astronomes ont récemment découvert que Mars est active sur le plan sismique. Des séismes martiens se produisent régulièrement sur cette planète. Les scientifiques découvrent souvent des choses étranges dans l'espace. Beaucoup d'entre elles ressemblent à des taches floues. Mais il existe un type de tache qui ne ressemble à aucun autre corps spatial connu. Ces mystérieux cercles faits d'ondes radio sont visibles uniquement avec des radiotélescopes. Ce ne sont pas des restes de supernova ou un effet d'optique bizarre. Certains astronomes vont jusqu'à affirmer qu'il pourrait bien s'agir des gorges de trous de verre. Ce sont des tunnels hypothétiques entre les trous noirs. Les sursauts radio rapides sont des sursauts d'ondes radio d'une luminosité aveuglante. Ils contiennent autant d'énergie que ce que produit notre Soleil en quelques jours, mais ne durent que quelques millisecondes. La plupart de ces sursauts radio rapides proviennent de très loin, bien au-delà de la Voie lactée. Mais récemment, les astronomes ont détecté certains d'entre eux provenant de notre galaxie, et leur source était un magnétar situé seulement à 30 000 années-lumière de notre planète. Tout liquide qui flotte dans l'espace se transforme en sphère. Ce phénomène se produit également dans l'orbite terrestre basse. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert que l'une des étoiles les plus grosses du secteur avait tout simplement disparu. Il s'agissait d'une étoile située à 75 millions d'années-lumière de la Terre. Normalement, c'est trop loin pour que les astronomes puissent voir clairement une étoile en particulier, sauf si elles sont énormes. Et l'étoile dont nous parlons était gigantesque. Elle brillait 2,5 millions de fois plus fort que le Soleil. Le Soleil n'est pas techniquement le centre de notre système solaire. Il se trouve dans un espace appelé le barycentre. Cela dépend de la planète sur laquelle on se trouve. Le barycentre est généralement plus proche de l'objet ayant la plus grande masse. Donc, puisque nous sommes sur Terre, le vrai centre du système solaire est le Soleil. Mais pas le centre de celui-ci. En ce qui concerne Jupiter, le barycentre est en fait à l'extérieur de la surface du Soleil. Jupiter est 318 fois plus grande que la Terre. L'équilibre est donc différent. Les planètes ne tournent pas vraiment autour du Soleil, mais autour de leur centre de masse commun. Imagine que tu tiens un crayon en équilibre sur le bout de ton doigt. Tu dois le placer en plein centre pour qu'il ne bascule pas de chaque côté. Comme la masse du crayon est répartie de manière égale, il est facile de supposer que tout s'équilibre de cette manière. Surtout dans l'espace. Mais essaye de faire tenir un marteau en équilibre sur le bout de ton pied. Il y a de fortes chances que tu repartes avec un orteil cassé. Son vrai barycentre est plus proche de la tête du marteau plutôt que du centre réel où tu le tiens. Le barycentre de la Terre et du Soleil est comme ce marteau. Le centre de masse est plus ou moins au centre de l'objet. En réalité, si le Soleil devait tourner autour de la Terre, notre petite planète bleue devrait être aussi grosse que le Soleil, voire plus. Nous ne pouvons pas ignorer les autres planètes de notre système solaire, ce qui signifie qu'elles doivent toutes tourner autour de nous également. Mais dans les temps anciens, les esprits brillants ont toujours pensé que tout tournait autour de la Terre. Ils appelaient cela le système géocentrique. Et cela avait du sens pour eux, car ils avaient l'impression que tout ce qui était au-dessus d'eux tournait autour d'eux. Le Soleil et la Lune ont joué des rôles essentiels dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est que bien plus tard que nous nous sommes sentis insignifiants dans l'univers. Dans la Grèce antique et au Moyen-Âge, les grands esprits utilisaient le système géocentrique pour étudier l'espace. Ce n'est qu'au XVIe siècle que le modèle a changé. À cette époque, on ne pouvait même pas imaginer que tout tournait autour du Soleil.
et ils n'avaient évidemment pas les connaissances scientifiques pour confirmer tout cela. Mais la Terre ne peut pas être le centre du système solaire car elle n'est pas assez grande pour ce rôle. Pour que les conditions conviennent à cette énorme taille, la vie aurait dû évoluer différemment. Nous serions probablement moins dépendants de l'oxygène. Certains animaux, comme les baleines et les dauphins, peuvent rester des heures sans prendre une seule respiration. Ils peuvent même dormir sous l'eau. Ainsi, les humains de la Terre de la taille du Soleil auraient eu des poumons adaptés et n'auraient pas eu besoin de prendre de l'air en permanence. Cela signifie que la vie végétale serait limitée, avec seulement quelques arbustes ici et là. Il y a des trillions d'arbres dans le monde, mais les principaux responsables de la production d'oxygène sont les algues des océans. Avec l'immensité des océans et des mers, les algues qui se trouvent au sommet pompent l'air que nous respirons. L'oxygène ne serait pas aussi abondant sur cette planète, mais nos mécanismes de respiration pourraient s'appuyer sur le dioxyde de carbone, un autre gaz communément trouvé sur d'autres planètes. Si la planète est très chaude, l'eau est rare. Nous n'en trouverions que sur certaines parties de la planète, comme les sommets des montagnes. Le sol serait trop brûlé pour que quoi que ce soit puisse y survivre correctement. Nous pourrions aussi oublier les saisons. Le Soleil est actuellement juste assez puissant pour nous donner ce dont nous avons besoin. Mais comme la Terre serait si grande et que le Soleil serait un autre corps céleste émettant de la chaleur, nous aurions toujours l'impression d'être dans un micro-ondes. Les jours et les nuits seraient différents, et il n'y aurait pas autant de pluie. Avec autant de chaleur produite dans le noyau, il est probable que des tremblements de terre se produiraient constamment, et que les volcans seraient en éruption tout le temps. La surface serait pratiquement une plaine brûlante de magma rouge qui flotterait partout. Ce serait la vraie planète rouge. Mais si nous avions le même paysage que sur Terre, vivre quelque part près des montagnes pourrait être la solution. Les montagnes seraient toujours incrustées dans le noyau, mais ce serait mieux que de rester sur le sol. Certains sommets pourraient même être 100 fois plus hauts que le mont Everest. Les canyons pourraient être si profonds que la fosse des Mariannes ressemblerait à une petite brèche. Les animaux auraient également un comportement et une apparence différents. Les animaux à sang froid devraient absorber le moins de soleil possible, pour ne pas brûler. Les animaux devraient compter sur la migration pour trouver de l'eau dans des terres lointaines. Les oiseaux devraient voler sur des centaines de kilomètres pendant la saison de migration, et nous verrions probablement certains d'entre eux filer à toute vitesse dans les airs. Mais comme la gravité serait très forte sur cette terre de taille colossale, les animaux volants auraient besoin d'os plus fins et d'un noyau plus mince pour pouvoir voler. Les véritables survivants seraient les micro-organismes. Ils peuvent vivre dans des températures et des pressions extrêmes et peuvent résister sans oxygène pendant un bon moment. Les nuits seraient sombres car il n'y aurait pas de lune pour refléter la lumière du soleil. La lune se trouverait très probablement du côté opposé à celui où brille le soleil. Elle serait donc pour toujours une boule qui flotte dans le ciel. La vitesse de rotation de la Terre est la plus rapide à l'équateur. Donc, si toutes les planètes et le soleil tournaient autour de nous, notre rotation ne serait pas si importante. Logiquement, les nouveaux cycles météorologiques ne seraient pas bons pour les cultures. Les humains auraient évolué différemment de ce qu'ils sont maintenant. Nous serions probablement plus petits et plus trapus, car la gravité serait très forte. Et à cause de la hausse des températures, nous vivrions probablement dans des grottes partout dans le monde. Les plus forts auraient migré vers les montagnes. Nous aurions probablement suivi la même évolution que maintenant. Mais d'autres caractéristiques physiques pourraient être différentes. Notre pigmentation serait probablement différente pour combattre la chaleur. Le renard du désert a de grandes oreilles pour entendre les prédateurs et pour se rafraîchir dans la chaleur torride du désert. Il est possible que nous aurions aussi de plus grandes oreilles que celles que nous avons actuellement, pour cette même raison. Nous serions beaucoup plus forts que nous ne le sommes actuellement, et nos os seraient épais et difficiles à briser. La gravité est l'un des éléments clés du développement de notre densité osseuse et de notre masse musculaire. Cela signifie que nous n'aurions probablement pas besoin d'outils pour chasser. Cela aurait retardé l'âge du bronze et la civilisation moderne telle que nous la connaissons. Des nuages de feu et de fumée s'élèvent et la fusée décolle. La Delta IV Heavy est l'une des fusées les plus puissantes jamais construites. 3 énormes moteurs brûlent des tonnes de carburant, ce qui permet au vaisseau spatial de prendre de l'altitude. Les 2 boosters latéraux se détachent et laissent le booster central pour la suite de l'ascension. Une fois en orbite, la fusée libère sa cargaison. Voici la sonde Parker Solar Probe, le premier vaisseau spatial à toucher le Soleil. Et nous allons suivre son voyage étape par étape. La sonde a été lancée le 12 août 2018 et a commencé son voyage vers notre étoile. Le Soleil est à 93 millions de kilomètres de la Terre. C'est 390 fois la distance Terre-Lune et 36 000 fois la largeur des États-Unis d'une côte à l'autre.
Les particules de lumière que le Soleil émet ont besoin de 8 minutes pour parcourir cette distance. Pour nos fusées classiques, ce voyage prendrait plus de 200 jours, mais la sonde Parker Solar Probe l'a parcouru plus rapidement en utilisant des manœuvres gravitationnelles. Sur son chemin de la Terre au Soleil, la sonde a tourné autour de notre voisine, Vénus. Il lui suffisait d'entrer dans le champ gravitationnel de la planète et de le laisser s'attirer. À ce stade, notre sonde spatiale a reçu un coup de pouce supplémentaire. Et elle n'a pas eu besoin de gaspiller de carburant. Après avoir effectué une orbite, les moteurs de la sonde spatiale ont modifié la trajectoire et la sonde a quitté l'orbite de Vénus. Elle a reçu suffisamment d'accélération pour se rendre jusqu'au Soleil. Et le 5 novembre 2018, la sonde Parker Solar Probe a effectué sa première approche du Soleil. Avant de toucher sa surface, la sonde a d'abord dû entrer dans l'orbite de l'étoile. Pour y parvenir, elle a effectué encore plus de manœuvres gravitationnelles. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a commencé à tourner autour du Soleil, l'objet le plus lourd du système solaire, et dont la gravité est la plus puissante. Ainsi, celui-ci a donné à la sonde une incroyable accélération à chaque passage. La sonde solaire Parker se déplaçait constamment entre deux points. Ce sont le périhélie et l'aphélie. Regarde, voici le Soleil et voici l'orbite de la sonde en forme d'ellipse. Le point le plus proche du Soleil est le périhélie. Le Soleil attirait la sonde à une vitesse incroyable. À ce moment, la sonde a commencé à s'éloigner de l'étoile. Elle avait encore beaucoup de vitesse et d'énergie, mais elle luttait contre la force gravitationnelle de l'étoile. Donc, elle a progressivement ralenti. Le point où la sonde a perdu toute son accélération s'appelle l'aphélie. La force gravitationnelle de l'étoile l'a emportée et la sonde a commencé à revenir vers le Soleil en reprenant de la vitesse. La sonde a effectué plusieurs cercles en suivant une orbite stable, mais son orbite s'est à nouveau croisée avec celle de Vénus. Une nouvelle manœuvre gravitationnelle. Après cela, la trajectoire de la sonde Parker Solar Probe s'est légèrement modifiée et elle a gagné en vitesse. Le point de périhélie de son orbite est maintenant plus proche du Soleil. La sonde a effectué plusieurs autres cercles en suivant cette nouvelle orbite. Puis à nouveau, elle s'est approchée de Vénus, une autre approche du Soleil. Chaque rencontre avec Vénus a permis de corriger la trajectoire de la sonde et de réduire progressivement sa distance par rapport à notre étoile. En avril 2021, la sonde Parker Solar Probe s'est finalement approchée du Soleil au point de toucher sa couronne. Bien que la distance réelle entre la sonde et le Soleil ait été de 8,5 millions de kilomètres, cela a tout de même été considéré comme un contact. Regardons la structure de notre étoile en la coupant en deux. Voici le noyau du Soleil. Il fait environ un quart de sa largeur. Ce noyau est 150 fois plus dense que l'eau. En raison de la forte pression et de la température élevée, des réactions nucléaires s'y produisent. L'hydrogène se transforme en hélium et dégage une quantité incroyable de chaleur et de rayonnement. La couche suivante est la zone de rayonnement. C'est là que la chaleur est transférée du noyau aux couches suivantes. Mais ici, les photons ne se déplacent pas vers l'extérieur. Ils peuvent être dirigés n'importe où et réémis de nombreuses fois. Les scientifiques pensent que le temps moyen nécessaire à un photon de lumière pour voyager du noyau à la couche suivante du Soleil est d'environ 10 000 à 170 000 ans. Ensuite, il y a la zone de convection. C'est ce que l'on considère comme la surface du Soleil. Mais ce n'est pas une surface solide. C'est un océan de plasma chaud. Cela ressemble à un nid d'abeilles. C'est parce que le plasma chauffé s'élève des couches inférieures, créant quelque chose comme des mini-geysers. Et tandis qu'il est encore chaud au milieu de ces geysers, les bords se refroidissent, ce qui crée un incroyable motif à la surface du Soleil. Les couches suivantes sont l'atmosphère du Soleil. Tout d'abord, la photosphère. C'est la couche qui émet de la lumière. Et c'est exactement ce que tu vois quand tu regardes le Soleil. Mais attention, ne fais pas ça. Il faut un équipement spécial pour regarder notre étoile. La photosphère a jusqu'à 400 km d'épaisseur. C'est à peu près la hauteur à laquelle la Station spatiale internationale se déplace au-dessus de la Terre. Ensuite, la chromosphère, ou la sphère de couleur. Cette couche de l'atmosphère du Soleil donne à l'étoile sa teinte rougeâtre. Les protubérances solaires apparaissent ici. Ce sont de puissantes émissions de matière qui quittent la surface du Soleil. Leur vitesse peut atteindre 700 km par seconde. À un moment donné, elles sont attrapées par le champ magnétique de l'étoile et ramenées en arrière. Et puis, il y a la couronne, l'enveloppe gazeuse du Soleil. C'est là que se produisent les éjections les plus puissantes. Tu peux voir la couronne pendant les éclipses, lorsque la Lune recouvre le disque solaire.
Dans ce cas, tu peux voir une sorte de lueur autour de l'étoile. C'est la couronne. Elle s'étend sur des millions de kilomètres autour du Soleil. Et la sonde Parker Solar Probe a touché précisément cette zone. C'est là que la matière et le rougeoiement solaire sont encore soumis à la gravité de l'étoile et ne s'envolent pas dans l'espace. Et tout ce qui se trouve au-delà de cette zone est le vent solaire. Ce sont les matériaux et les radiations qui parviennent à échapper à la gravité du Soleil et s'envolent vers l'espace.